plaît, pour la construction du prochain effectif pour la saison prochaine, à la fois peut-être en termes de nombre de mouvements et de postes à pourvoir. Et j'aurai une deuxième question, s'il vous plaît. Sur le nombre de joueurs, je crois qu'encore c'est prématuré de parler de ça dans ce moment, spécialement dans les moments qu'on n'a pas encore choisi un entraîneur, dans lesquels on partage la vision et dans lesquels on ne partage pas la formation, spécialement parce que je n'aime pas trop parler des systèmes de jeu, parce que ça peut changer pendant la saison et dans des différents moments. Et c'est d'accord au besoin et on analyse de l'effectif actuel. C'est vrai qu'on a beaucoup de joueurs encore en prêt, on a des joueurs qui finissent leur contrat, mais je considère en même temps toujours qu'en rotation, on peut dire entre 40 et 50% de même d'un effectif, c'est ma vision de football, peut-être en erreur ou pas, mais spécialement dans une ambiance comme Marseille, avec l'énergie mentale que ça prend un club comme ça, c'est nécessaire toujours d'avoir une rotation des joueurs à l'intérieur d'un effectif entre 40 et 50%. Il y a beaucoup de clubs qui ont cette tendance, des autres qui ont moins. Moi, je crois en ça dans la construction d'un effectif parce que je considère que c'est renouvellement avec la présence d'un coach. Peut-être parce que beaucoup de joueurs à l'intérieur d'un effectif, ils ont besoin de changer. Ou un entraîneur, il a besoin de voir des nouvelles phases pour transmettre mieux ces messages ou des énergies. Ou même quand il change un nouveau entraîneur, spécialement parce que chacun il veut avoir le plus grand nombre de joueurs adaptés à sa philosophie de jeu, je crois que c'est une tendance nécessaire dans le football actuel. Deuxième question, Nico. Ma deuxième question sur Vitinha, quel regard vous portez sur ces premiers mois à l'Olympique de Marseille et est-ce que vous restez confiant par rapport à l'importance de votre investissement? Je réponds pour la femme. Je reste très confiant, spécialement parce que c'est un joueur qui a toutes les caractéristiques qu'on recherche dans l'attaquant. Et pour ça qu'on a discuté avec des différents candidats, en général, entre tout le monde, il apprécie beaucoup le profil, spécialement parce que pour un entraîneur, c'est un joueur qui te donne beaucoup de solutions, spécialement l'attaque de la profondité. C'est quelque chose de très important. La capacité de finir dans la surface, c'est quelque chose qu'il a. Et la capacité de travailler défensivement, qui sont trois choses qu'on est tous d'accord. Vitinha, je crois que c'est un joueur comme tout le monde qui a besoin d'une période d'adaptation et c'est vrai que la gestion au niveau club, j'ai dit la même chose, on doit se mettre tout le monde, analyser les questions avec beaucoup d'auteur et beaucoup d'analyse. Vitinha est arrivé un jeudi, il l'a fait jouer après un dimanche, au samedi contre Nice, je ne me rappelle pas les jours qu'on a joué contre Nice. Après, il y a une rotation dans les temps de jeu. Peut-être que ça c'était nécessaire et toutes les décisions qu'il prend un entraîneur, il y a toujours un pourquoi. Et il y a toujours un respect qui doit venir face aux dirigeants. En même temps, dans la balance, on doit dire qu'un attaquant, il vit toujours de sa confiance. La confiance qu'il a dans un attaquant, je crois que c'est la position où tout le monde il doit avoir plus de confiance pour pouvoir avoir de la réussite sportive. En plus, quand c'est la première expérience d'un joueur portugais qui vient du nord de Portugal, ce sont toujours des petites considérations qu'on doit prendre, spécialement qu'il y a beaucoup dans ses confiances. Ce que c'est vrai, c'est qu'on pouvait avoir plus de performances pendant les premiers mois de Vitinha. C'est vrai en même temps qu'il a besoin d'un temps d'acclimatation que c'est nécessaire pour tous les joueurs. C'est vrai en même temps que Vitinha vient d'être un des meilleurs attaquants du championnat portugais. Il était le meilleur buteur dans ce moment de l'Europa League. Ce sont tous les concepts à prendre en considération, mais avec les jeunes attaquants, spécialement dans une ambiance difficile comme c'est ici, et aussi c'est vrai, il faut se dire les choses, en concurrence avec Alexis Sanchez, avec la compétitivité, que ça c'est positif, d'Alexis, qu'il ne veut pas laisser ni moins une minute parce qu'il aime le football, il veut tout jouer pour continuer à performer.
que c'est tout à son honneur, c'est plutôt compliqué pour la concurrence qu'il a. C'est l'analyse de la façon plus transparente et honnête que je peux faire. Karim. Bonjour. Ma question était la suivante. Tout à l'heure, vous parliez de stabilité, de vouloir faire progresser le club et de vouloir continuer longtemps dans ce projet. Donc ma question est la suivante, c'était de savoir qu'en est-il de la formation. Il y a eu pas mal de joueurs dont le contrat n'a pas été reconduit. Et sachant qu'on sait que vous aimez bien les jeunes joueurs, etc., concrètement, est-ce que vous avez un plan pour la formation sur la saison à venir, sur le projet à venir que vous êtes en train de mettre en place? Est-ce qu'on peut compter sur ça, de nouvelles infrastructures, ou tout simplement une refonte complète pour pouvoir tirer profit à nouveau à Marseille, parce que c'est un peu la difficulté que même on rencontre depuis longtemps? Est-ce que ça fait partie de votre feuille de route et de vos ambitions? C'est la formation, et les centres de formation, c'est quelque chose de très important pour quel que soit le club. Pour des motifs. C'est un pilier d'identification du club. Un club qui n'a pas un centre de formation performant, il va avoir moins de sens d'identification avec ses supporters. Et je n'aime pas ça. En même temps, c'est un pilier très important à niveau économique et sportif. Pour une simple raison. Tu dois compléter toujours tous tes effectifs avec des joueurs des centres de formation. Ici à l'OM, c'est un problème qu'on peut déjà cataloguer d'historique pour des différents motifs. Il faut analyser. La première chose dans l'analyse, c'est qu'il faut changer, oui, on a changé. Je suis très content avec le travail qu'il a développé par Marc Otero et Jean Danilou. Dire la vérité, maintenant je suis content. On a pris des décisions fortes dans la saison. On va continuer à prendre des décisions fortes dans l'avenir, parce que je crois que c'est nécessaire. Quelle est la première erreur? Il y a des erreurs qui sont très importantes. Des que pour quelqu'un qui arrive de l'étranger, on veut mettre beaucoup d'importance au centre de formation, on avait. Un, c'était, et je vais être très clair et très sincère ici, il manque de rigueur, de discipline et de règles, que c'était complètement inacceptable et même c'était honteux. La manque de rigueur et de discipline, c'était honteux. Ça, c'est quelque chose que c'est inacceptable et c'est quelque chose que ça a habité dans l'ambiance depuis longtemps. Dans la vie, quelle que soit la chose que tu veux faire, sans exigence, sans discipline et sans amour pour les choses, c'est impossible de rien faire. La deuxième chose, et ça c'est lié aussi au procès de construction qu'on veut donner, c'est les infrastructures. Oui, on a un projet de changer beaucoup de choses au niveau des infrastructures, parce que c'est tout à fait nécessaire. Que ton deuxième équipe, ton équipe féminine, ton équipe de 19 ans, il passe de jouer au campus. Okay, il y a des choses positives, il passe de jouer au campus. Que néanmoins les jours qu'il pleut. Tu dois aller avec un parapluie pour ne pas prendre la pluie. Que quand on a joué le premier match de Youth League, il faisait 50 degrés dans ce terrain. Comment tu veux passer de ça au vélodrome? Avec tout mes respect, non? Et après, tu prends de la hauteur et tu prends ton analyse et tu dis, bon, dans ma dernière expérience, que c'était à Valence, on jouait au Puchades, c'était un stade à l'intérieur du centre sportif, où tous les jeunes joueurs ils jouaient d'avant à 4000, 5000 personnes tous les week-ends. Moi, il y a un passage un peu à moyen. Tu ne peux pas passer avec les niveaux d'exigence et les niveaux de pression qu'il y a à l'Olympique de Marseille, de jouer dans ces conditions, à jouer au vélodrome. Spécialement parce que même si tu as un joueur qui c'est d'un certain niveau, cette deuxième équipe, ce n'est pas éducatif. Parce que tu ne joues pas dans les bonnes conditions. Après, il y a une bonne éducation, je ne parle pas de catégorie nationale 3, nationale 2, pour moi, ça ne change rien
la catégorie, ça change le contexte. Je rappelle que les meilleurs Barcelone, on dit ça tout le temps ça en Espagne, les meilleurs Barcelone de Guardiola, tous les joueurs, ils venaient de jouer en tercera division, que c'est comme en cinquième division. Ils ne jouaient pas en deuxième division, ils ne jouaient pas dans la seconde division B, ils jouaient quatrième division. Tercera division, que c'est en compétition régionale. C'est le contexte. Tous tes matchs à domicile doivent être des matchs performants. Tous tes matchs à l'extérieur doivent être dans des conditions difficiles, mais dans lesquelles tu comprends à être adulte. Notre procès, ça passe pour un renforcement des valeurs et des niveaux et des conditions de jeu de cette deuxième équipe et de l'équipe de moins de 19 ans. C'est complètement nécessaire. Ça va apporter un niveau d'exigence que c'est plus rare. Cette saison, même encore, on avait des joueurs qui venaient à s'entraîner 40 minutes avec l'équipe première, ils ne tenaient pas l'entraînement. Impossible. Et comme dirigeant, inacceptable. Bruno. Deux petites questions par rapport à l'entraîneur, Pablo. Est-ce qu'on pourrait le connaître là d'ici la fin de la semaine ou dans les 15 jours déjà, s'il vous plaît? Pour se donner en date, c'est compliqué, spécialement parce qu'on doit tenir en considération un bilan entre plus tôt tu as ton entraîneur, mieux c'est, spécialement parce que c'est très important pour nous ces playoffs et on doit anticiper au maximum possible tous les processus de recrutement de l'entraîneur parce qu'on doit commencer à travailler dans les meilleures conditions possibles parce que ces playoffs, ça devient un grand objectif, naturellement. En même temps, tu ne dois pas tomber dans la précipitation. C'est ce bilan entre la précipitation et chercher d'anticiper l'entraîneur. Mieux c'est une très bonne nouvelle pour les clubs. Mais la chose aussi importante, c'est qu'il faut trouver le bon profil, qu'il aille l'envie, la personnalité, la modalité et le style de jeu qui s'adapte à ce qu'on veut proposer. Deuxième question. Alors, ce n'est pas du tout une question piège, mais est-ce que cet entraîneur doit parler français selon vous? Ça fait 2 ans, 2 saisons qu'il y a des entraîneurs qui ne parlent pas français. Les supporters disent que ça crée quelque part un fossé entre l'entraîneur et eux. Il y a, je sais pas, 100, 120 conférences de presse pour un entraîneur dans la saison à l'OM. Est-ce que pour vous, ça peut être aussi un étranger qui parle français, mais est-ce que c'est quelque chose de primordial ou pas? Je réponds avec 3 choses. Le langage de football, c'est universel. En même temps, c'est en plus parler français, parce que c'est la langue qu'on parle tous ici. Même à niveau directoire, etc., quand il y a quelqu'un dans la salle qui ne sait pas hispanohablante, comment dire l'espagnol de langage, on a la règle qu'on est obligé à parler français. C'est une question de respect, c'est une question d'adaptation dans l'environnement. Sans plus. Sans plus pour l'entraîneur, ça c'est en réalité. La troisième, je ne vais pas plus accepter, je répète, je ne vais pas plus accepter le fait d'avoir un coach qu'à la fin d'une saison, il ne parle pas français. C'est quelque chose. Quand je suis arrivé en Italie, en 3 mois, j'étais obligé à parler italien. Et je ne parlais pas une parole d'italien, j'étais obligé. C'est quelque chose de respect de la culture et respect de l'institution et respect de ses supporters. Je crois que c'est nécessaire pour s'ambiancer dans son territoire. Romain. J'avais une petite question mercato. Sur les derniers mercato en Ligue 1, on a vu Lens vendre des joueurs très chers en Première Ligue, on a vu Rennes vendre des joueurs très chers en Première Ligue, Lyon, Monaco au dernier mercato hivernal exactement, même Brest. Et l'OM, non. Si on doit se rapporter, alors c'est pas avec ça qu'on constitue un modèle économique à Marseille, mais pourquoi les autres y arrivent et pas nous? Est-ce que vous aviez identifié ce problème? Est-ce que c'est parce qu'il faut passer par certains intermédiaires ou autres? Est-ce que vous l'avez identifié que ça pourrait être réparé, entre guillemets, cet été? Sans être mal éduqué dans la question, dans la réponse,
je dois encore comprendre qu'est-ce qu'ils te donnent pour vendre tes joueurs comme premiation. Parce que tout le monde parle de ça. À dire la vérité, en Italie, personne ne m'a parlé de ça. En Espagne, personne ne m'a parlé de ça. S'il y a un championnat de vente de joueurs, quelqu'un doit me l'expliquer. Parce que je connais les championnats de gagner des matchs. Ça, c'est la première question, et c'est une question déjà que j'ai répondu beaucoup de fois, mais que ça m'étonne. Spécialement parce qu'on doit construire un modèle économique, on doit construire un modèle sportif, mais je crois que le modèle sportif construit toutes les choses qui sont à côté d'un club de football. Pourquoi on peut rentrer dans des différentes questions? Peut-être des choix du club, de refuser certaines offres. On a refusé des offres de l'Angleterre, spécialement parce qu'on considérait que ni était le moment, ni était la situation de vente des joueurs pendant cette saison. Je parle pas en hiver. Une autre question, c'est aussi vrai qu'avec les niveaux de salaire qu'on a à l'Olympique de Marseille, c'est plus difficile de vendre des joueurs dans un certain chiffre que dans des autres clubs. Spécialement parce qu'avec ton niveau de salaire, tu dois être le tremplin qui vend au top club. Si tu veux vendre cher tes joueurs, avec les niveaux de salaire dans lesquels on est stabilisé. On peut dire qu'à niveau européen, c'est moins de donner des indications générales. D'un Betis ou Villarreal en Espagne, le niveau de nos salaires. À niveau français, on peut dire qu'on est hors de Paris Saint-Germain dans ce deuxième escalon, avec beaucoup des autres clubs. J'ai dit ça. Ça dépend beaucoup. Si tu as de très bas salaires, tu peux demander beaucoup de prix de transfert pour tes joueurs. Ça, c'est une règle basique dans le football, spécialement parce que tout le monde joue la même économie. Mais en même temps, tu dois avoir le niveau des joueurs nécessaires dans ces cas pour vendre des joueurs au niveau supérieur au tien. Beaucoup de clubs, parce qu'on se parle de la Premier League comme Eldorado, non? Maintenant, dans le football actuel, et tout le monde attend qu'un club de Premier League il arrive à t'acheter des joueurs. Je crois que cette prochaine saison, 60% des clubs de Premier League ils vont avoir des problèmes avec le fair play interne. Je crois dans l'économie du football que soit pérenne, que soit soutenable. Si ça existe la parole en français, pardon. Tu ne peux pas dépenser plus de ce que tu as. C'est pour ça que le modèle économique de la Premier League, dans beaucoup de cas, je ne crois pas beaucoup. Et ça se voit maintenant avec beaucoup de problèmes qu'ils vont avoir les clubs. Stan. Oui, bonjour Pablo. Petite question, est-ce que vous avez des nouvelles du TAS dans le dossier Pape-Gay? Et dans quelle mesure est-ce que ça peut vous créer des problèmes dans le dossier de l'entraîneur et du mercato ensuite? Merci. On n'a pas de nouvelles. La question du TAS, j'ai lu beaucoup un peu de confusion, spécialement parce que dans le moment qu'il n'y a pas de filtration, et jamais il y a fait de filtration du TAS, dans ces moments, tout s'est donné à l'interprétation. On avait plus ou moins l'idée que la décision, ça pourrait tomber pendant l'été. On n'a pas de confirmation. Comme c'est toujours le cas avec les TAS, on saurait un peu avant quand la décision, ça pourrait être prise. Par règle, je ne commenterai pas avant des décisions judiciaires. C'est l'État à la justice de donner sa opinion. Je crois qu'on a donné des bons arguments juridiques à notre faveur. Mais en même temps, c'est vrai qu'on continue à travailler dans une façon normale, spécialement parce que la logique nous dit qu'une décision du TAS, que ça tombe pendant un plan en mercato, la logique nous dit, il ne va pas empêcher de continuer à pouvoir faire du mercato pour une logique équitable avec le reste du club. De toute façon, ce que je peux commenter sur ces questions, c'est que je suis très content avec les arguments juridiques et la stratégie juridique que nos avocats ils ont tenus pendant la part finale du procès. Jean-Claude. Dans quelle mesure les collaborations successives avec les précédents entraîneurs nourrissent ta réflexion sur l'identité du prochain coach? Autrement dit, quels sont les aspects négatifs de tes collaborations avec Sampaoli et Tudor que tu ne veux pas reproduire avec le futur entraîneur?
c'est stabiliser dans la duration, si on peut dire comme première réponse. Je tiens à tenir les choses positives, non, de chacun entre eux, spécialement parce que j'ai appris beaucoup de choses avec Jorge Sampaoli, spécialement d'ambition de football qu'il m'a fait agrandir. Et je voudrais plus que voir les choses négatives dans lesquelles je chercherais d'éviter, que là-bas on pourrait plus mettre en adéquation quel type de gestion du club on veut imposer. Que ça, je crois que c'est la question clé. Le fonctionnement des clubs, ça doit être dicté par les clubs et non par l'entraîneur ou par les joueurs. Mais je chercherai à tenir les choses positives qu'on a construites dans les dernières années. Non? Je crois que de Jorge Sampaoli, si je peux tenir une chose importante, très importante, c'est sa volonté toujours de gagner, de donner cette culture de gagner, dans les petits détails, l'importance du résultat et l'importance d'avoir ces volontés toujours de gagner, ça c'est une chose que Jorge Sampaoli a et que je voudrais donner beaucoup de continuité à cette idée. Et en même temps, tous les bases de construction que nous a donné Igor Tudor dans tous les aspects de ce qu'il doit être la relation club, entraîneur, joueur. Spécialement toutes les dures et difficiles décisions qu'il a dû prendre pour tenir le niveau de discipline, de rigueur, de responsabilité et stabiliser derrière les disciplines à l'intérieur d'un club, qui ont été loin des standards européens, et il nous a donné beaucoup de choses positives là-bas. Karim.